Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le froid du tombeau, film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Louis C. Thomas, avec André Valmy dans le rôle du commissaire Paron, Roger Carrel, le maire, et Anne Capril, Yvonne Clèche, Jacques Hilling, Claude Bertrand, Henri Virlogeux, Jean Chevrin, Pascal Mazzotti et Maurice Chevitte. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marié. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Vous me reconnaissez? Oh, dans mon métier, on a la mémoire des physionomies. Lucette Legrand. Oh oui, je sais. Vous avez été chic avec moi, monsieur le commissaire. Ah, alors ça, tu peux le dire, oui. Il y a une sale histoire dans laquelle tu t'étais embarquée, ma fille. Hein. Ton amant assassiné, toi pensionnaire dans un hôtel. Enfin, un hôtel. Un hôtel où l'on passe. Hein. Enfin, j'ai tout de suite vu que t'étais pour rien dans l'affaire. Je t'ai tiré de là. Oh, vous êtes gentil, d'autres l'auraient pas fait. Oui, ben ça va. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant dans cet hôtel des Marronniers? Et vous voyez, je suis la bonne. Oui, ça va, oui. Ouf, je me plais bien. Et pour le reste? Hein? T'es l'habit du patron? Monsieur Émile? Il faut bien, puisque je suis la bonne. Il y en a aussi d'autres? Moi, vous savez, je suis gentille avec le monde. J'ose pas dire non. Mais c'est plus comme avant. Oui, enfin, ça, c'est ton affaire. Ouais. C'est moi qui vous ai écrit. Ouais, ça, je le sais bien. Même si t'avais pas signé, j'aurais reconnu ton orthographe. Je trouve même que t'as un certain culot, toi. Écrire à moi, le commissaire Paron de la Sûreté de Marseille, pour me dire qu'on m'attendait dans une chambre de l'hôtel des Marronniers, à Orgon. Orgon, un bled perdu. Afin de me faire connaître des choses graves. Hein. Enfin, t'avoues que c'est tout de même un peu fort, non? Je suis venu parce qu'on sait jamais. Et tu pouvais pas le mettre sur le papier de quoi il s'agissait, non? Mais je pouvais pas vous écrire ça et vous l'expliquer. Bon, alors vas-y, je t'écoute. C'est dans la cave. Dans la cave? Ah oui, dans une barrique. Dans une barrique? Il y a un cadavre. Qu'est-ce que tu dis, un cadavre? Comment le sais-tu? Mais c'est à cause de mon balai qui s'est cassé. Un cadavre dans une barrique de la cave, ton balai qui... Non, écoute, voyons, explique-moi un petit peu tout ça, hein? Eh bien, voilà, mon balai, il s'est cassé, pas? Oui. Alors, je suis descendue à la cave pour chercher un autre manche. Là où on met le vin, le charbon, on y va, mais il y a toute une partie où on jette les vieilleries, où on va jamais. Mais c'est là-dedans que j'ai cherché un manche pour mon balai. J'ai rien trouvé. Mais en regardant dans un tonneau qui pourrit là depuis des mois, je l'ai vu. Le cadavre? Oui. Je l'ai même reconnu. Hein? Qui c'est? Une dame qui a passé la journée de dimanche à l'hôtel, qui devait repartir le lundi matin par le quart de 5h45. À cette heure-là, tout le monde dort encore au Marronnier. Ça fait qu'on n'a pas pu savoir si elle était partie ou non. Qui c'était, cette dame? Je sais pas. Monsieur Émile a dit qu'elle n'était pas d'ici. Après l'avoir découverte, qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu peur. Bon, t'as eu peur, puis alors, et ensuite? Ensuite, rien. T'as pas prévenu ton patron? Oh, Monsieur Émile, il aime pas les histoires. Alors moi, tu m'as écrit. Il n'y a que vous que j'avais confiance. T'as bien fait, Lucette. Bon, allons voir ça. Maintenant? Pourquoi pas? À cette heure-ci, ils sont couchés dans l'hôtel. Ils dorment? Oui. Bon,
Allez, passe devant, fillette, hein. Et montre-moi le chemin. Faites pas de bruit, monsieur le commissaire. Donnez-moi la main, je vous montre. Ça, c'est la trappe pour descendre. Eh ben, voilà. Attends. J'allume ma lampe électrique. Mais faites attention, hein. Attends. L'escalier, il est pas bien commode. Vas-y, je te suis. Pas chaud, ta cave. C'est vraiment le froid du tombeau, hein. Oh, taisez-vous, malheur. Bon, alors. Où il est ton tonneau? Il est là. Dans le coin. À côté de la vieille cuisinière. Je vois. Eh ben, approche. Oh non, je peux pas voir ça. Ça remarque, je te comprends un peu. Dis donc, Lucette. Est-ce que tu te payes ma figure? Moi? Oui, toi, oui, avec ton histoire de cadavre. Y a rien du tout dans ta barrique. Mais regarde, viens voir, regarde. Elle est vide. Il y a quelqu'un, on vient. Qui ça pouvait bien être? Ça, je m'en fiche. Dis-moi pour l'instant. Moi, il a refermé la trappe. On est fait comme des rats dans cette cave. Ouais. Et il y a une autre porte qui donne sur l'extérieur. Celle par où on rentre le charbon. C'est par là, venez. Ah bon, bah tu me soulages. Bon, alors écoute. J'aime autant qu'on ne nous voit pas sortir ensemble. Hein. Alors je file par la porte du charbon, je fais le tour de l'hôtel, je me fais ouvrir la porte d'entrée, je raconte que j'étais prendre l'air, je regagne ma chambre. Et moi? Et ben toi, après, je viens t'ouvrir la trappe. T'as compris? J'ai peur de rester seule. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadavre. Oh, tout de même. Me faites pas trop poroter. Non. Et c'est comme ça que ça s'est passé, monsieur le procureur. Oui. Je suis rentré, j'ai raconté ma petite histoire au patron de l'hôtel, qui dormait encore à moitié. Je suis monté dans ma chambre. Je vous écoute, commissaire. Et 1 heure après, j'ai été chercher Lucette. Plus de Lucette. Non, alors je cherche, personne. Et je ne sais pas pourquoi, je regarde dans le tonneau. Oui. Elle était là, Lucette, avec une balle de revolver dans le corps, tuée nette et mise dans le tonneau. Cette histoire me paraît bien étrange. Résume mon eau, je vous prie. Eh bien, voilà, monsieur le procureur, Lucette me fait venir Oui. pour me raconter qu'elle a trouvé un cadavre de femme dans un tonneau. Oui. Je trouve le tonneau, mais pas de cadavre. Et 1 heure après, j'y découvre le corps de Lucette. C'est une prestidigitation. Mais si, monsieur le commissaire. Tant que durera votre enquête, à la mairie, vous êtes comme chez vous. Je vous remercie, monsieur le maire. Nous autres, les Aubins, vous savez, de père en fils, depuis je ne sais plus combien de générations, nous sommes maires d'Orgon. Ah oui? Oh, ce n'est pas bien conséquent, Orgon, mais... Oh, j'y suis attaché, quoi. Mais c'est tout naturel, monsieur le maire, tout naturel. Oui, il y a même des curiosités, Orgon. Vous avez vu sur la colline, là, notre vieille église? Oui. Eh bien, depuis 6 mois, il y a un archéologue qui s'est installé ici pour en étudier les ruines. Ah oui, ce personnage, le barbu. Il habite l'hôtel des Marronniers. C'est ça, oui. Il se nomme Monsieur Bernard. Ah, c'est un grand savant. Et alors, surtout, n'hésitez pas à m'interroger, mon cher commissaire. Hein. Vous comprenez, comme maire, je connais tout le monde, et aussi, naturellement, à cause des papiers qui passent à la mairie, pas mal de petites histoires. Enfin, ça peut être utile. Oui, tenez, Émile, Oui. le patron des Marronniers.
Eh bien, ça n'est pas le frère de sa sœur qui tient l'hôtel avec lui. Ah oui? Ah non, c'est son amant. Non, mais il trouve plus convenable de se dire frère et sœur. C'est d'ailleurs une brute et plutôt portée sur le cotillon, bien que sa concubine soit fort jalouse. Et il est convenable, cet hôtel des Marronniers? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y avait que cette pauvre Lucette pourrait recevoir des hommes. Des hommes? Ah oui, oui. Ah oui, vous allez rire. Pour la rejoindre la nuit, passez par la cave. La porte au charbon, allez, la trappe n'était jamais fermée. Dites donc, à propos, Oui. soyez discret avec Ramon, oui, le factotum de la mairie, là. Il est aussi à votre disposition, d'ailleurs. C'était un des amants de Lucette. Ah. Mais il paraît que depuis quelque temps, elle voulait plus le recevoir. Oh, il en a eu du chagrin, le pauvre. Ben, je ne suis pas méchant, monsieur le maire. Je respecterai cette douleur. Merci. Mais puisque vous connaissez tout le monde... Oui, oh bah, ça, je m'en flatte, hein. Bon, vous connaissez peut-être aussi une dame qui s'appelle Monique Melvin. Monique Melvin. Attendez, vous dites Monique Melvin? Oui, c'est ça, oui. Attendez, Monique Melvin? Non. Non, ça je vois pas. Qu'est-ce que c'est ça, Monique Melvin? Bon, c'est une Parisienne. Une Parisienne qui a passé la journée de dimanche à l'hôtel des Marronniers. J'ai relevé son nom sur le registre de monsieur Émile. Et elle vous intéresse, cette Monique Melvin? Oui, enfin, peut-être, monsieur le maire, peut-être. Monsieur, Madame Monique Melvin. c'est moi. C'est à quel sujet? Police. Police, mais... Non, ne vous affolez pas, il s'agit d'un simple renseignement. Bon, ben entrez. Merci. Oh, excusez ce désordre, mais vous savez, je rentre d'une grande tournée à l'étranger. Je vous en prie, je vous en prie. Vous êtes artiste? Ben oui, voyons. Monique Melvin, la chanteuse réaliste, vous Oh. connaissez certainement. Pardon, mais je suis bête. Bon, ainsi, vous rentrez de tournée? Oui, 2 ans au Brésil dans une revue. J'ai eu un succès fou. Les Brésiliens sont épatants. J'ai débarqué à Marseille le mois dernier, quelques galas dans le midi, puis je rentre à Paris. Directement? Oui, par le train bleu. Vous permettez? Mais je vous en prie. Ah bon, ma gorge, je ne devrais pas fumer, mais vous savez ce que c'est, chacun a ses petits défauts. Est-ce un de vos petits défauts qui vous a poussé à rendre visite à Orgon? Orgon? Orgon, on connaît pas. Orgon, chère madame, c'est un charmant petit village de Provence où vous êtes arrivé dimanche, par le quart d'Avignon. Vous y êtes descendu à l'hôtel des Marronniers, chambre 8. Mais qu'est-ce que j'aurais été faire dans ce patelin? C'est bien ce que j'ai l'honneur de vous prier de me préciser. Mais je n'ai jamais mis les pieds à... Comment dites-vous? Orgon. À Orgon? Oh, d'ailleurs, c'est très simple. Dimanche, j'ai chanté en matinée et en soirée au Cursal d'Avignon. Oh, c'est fou ce qu'ils ont été gentils. On m'a chaque fois trissé. Compliment. Enfin, il n'en demeure pas moins que le registre de l'hôtel des Marronniers à Orgon porte trace du passage d'une Monique Melvin, 12 place de la Bastille à Paris. Mais c'est bien moi. Bah, ça alors? Il me faut donc admettre que quelqu'un a usurpé votre identité. Pour quelle raison? Madame, ça, c'est ce que je cherche à savoir. Vos papiers ne vous ont pas quitté? Ben, vous pensez bien. Ah, cependant si. J'ai perdu à Avignon, je crois. Ma carte syndicale. Vous savez, la carte du syndicat français des artistes. Et aucune personne faisant partie de votre tournée n'a fait défaut précisément ce dimanche-là. Ah ben ça, j'en sais rien. Nous étions nombreux sur le plateau. Moi, j'ai pas le temps de faire attention à la figuration. Mais l'impresario, Fernand Vidalin, pourra certainement vous renseigner. C'est un garçon très aimable et il vous dira tout ce que... Fernand Vidalin, vous dites? Oui. Est-ce que vous avez son adresse? Oui, attendez, je vais vous la donner. Bien, je vous remercie. Mon Dieu, oui, mon cher commissaire, je l'avais ramassée au Brésil. Que voulez-vous, elle était française, elle s'ennuyait là-bas. Elle m'a demandé de la rapatrier. Tout était en règle, je l'ai fait entrer dans ma troupe comme accessoiriste. C'était du reste une fille qui avait dû être très jolie et posséder des restes appréciables. Le corps, surtout. Elle a été votre maîtresse, monsieur Vidalin. On ne peut pas toujours jouer les Joseph. Elle était folle de moi. Et entre hommes, je dois dire que j'appréciais son charme. Ah, quelle peau! Une peau de vraie blonde. Et cette fraise rouge, cette petite tache qu'elle avait sous le sein gauche. Vous me paraissez avoir des souvenirs très précis. N'allez surtout pas croire que j'en ai aujourd'hui grand regret. Après ce qu'elle m'a fait, abandonner la troupe, me quitter, moi, sans prévenir,
alors que nous étions à Avignon. Vous êtes certain que c'est à Avignon que, sans raison connue, elle vous a faussé compagnie? Absolument certain, on n'oublie pas un coup pareil. Car elle me devait tout, en somme. Et vous ne l'avez pas revue? Elle n'a plus donné signe de vie. Elle a aussi bien fait. Je l'aurais bien reçu. Me plaquer sans un mot. Et comment se nommait-elle? Monique Jourdan. Monique Jourdan. Monique Jourdan. Comme ça, vous devriez savoir qui c'était, Monique Jourdan. Encore un petit coup de blanc, César? Ah, quand on verra César refuser un petit blanc, on verra les ânes avec des ailes voltiger dans les airs. Va pour le petit blanc. Mais il faudra pas me traiter d'ivrogne, comme ils le font tous à Orgon. Ah oui? Ivrogne. C'est Émile qui a imaginé ça, parce que je le paye pas toujours. Et si je le paye pas, c'est pas pour lui faire du tort. C'est simplement parce que j'ai pas d'argent. oui. Et où est le mal à n'avoir pas d'argent? Je vous le demande, hein? Alors, cette Monique Jourdan, c'est une enfant du pays? Ah, vous l'avez dit. Une enfant du pays. La fille de Jourdan, qui a une ferme par là, du côté des Olivets. Un rude gars, hein, qui menait dur tout son monde. Même que sa pauvre femme en est défunte à la tâche. Vous avez bien connu, vous, Monique Jourdan? C'est-à-dire que, sauf votre respect, j'ai pas toujours été comme vous me voyez aujourd'hui. Oh, je me plains pas, pourvu que j'ai de temps en temps un petit coup de blanc. Pas le sou, pas de métier, mais je suis libre, moi. Et tous les gros messieurs d'ici, je leur pète au nez. Oui, mais Monique Jourdan. Monique Jourdan. Ah, la plus belle fille du pays. Je vous parle des temps où elle allait sur ses 20 ans. Un vrai beau brin de fille. Avec de ça, et de ça, et de ça aussi. On était gamins à l'époque. Alors j'aime mieux vous dire que ça tournait plutôt dur autour de son cotillon. Et vous aussi, César, hein? Et pourquoi pas moi aussi? J'étais alors aussi beau garçon qu'un autre, et tout aussi faraud. Et alors? Eh bien alors, Monique Jourdan, un jour, elle a pris le gros ventre. Et c'était? Non, c'était pas moi. Ah bon? Non, pas moi. Et c'était même pas un des gars qui aurait bien aimé faire ça. Entre nous, les jeunets, celui qui aurait fait le coup aurait été trop glorieux de raconter que la Monique et lui... Alors, quel était dans le père? Ah, ça, mon bon monsieur, on n'en a jamais rien su, hein. Jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que le père Jourdan a flanqué une rouste de première à sa fille et te l'a foutu à la porte avec défense de jamais remettre les pieds à Orgon. Et elle n'est jamais revenue? Jamais. On l'a jamais revue. On sait même pas ce qu'elle est devenue. Ah, une belle fille que c'était Monique Jourdan. Monique Jourdan. Oui. En effet, monsieur le commissaire, en tant que notaire d'Orgon, il est exact que j'ai eu à connaître des affaires de cette femme. Mais puis-je vous demander comment il se fait? Que je sois venu vous trouver, maître Barillet, en le sachant déjà? Oui. C'est très simple. C'est très simple. La postière, madame Procuru, n'a pas beaucoup de distractions ici. Alors elle s'intéresse aux lettres que chacun reçoit, surtout quand elles viennent de l'étranger. Elle a remarqué que parfois vous receviez des lettres du Brésil. Oui. J'ai appris, d'une part, que Monique Jourdan était née à Orgon, et d'autre part, qu'elle avait habité au Brésil. Alors, voyez-vous, le rapprochement s'impose. Oui. Votre perspicacité, monsieur le commissaire, ne vous a pas induit en erreur. C'était bien Monique Jourdan qui m'écrivait du Brésil. Il s'agissait de la succession de son père. Celui-ci l'avait déshérité, il n'avait pas voulu que le moindre de ses biens tombât dans les mains d'une fille qu'il considérait comme indigne. Tout ce qu'il possédait, de son vivant, il en avait fait don à des parents, oui, des neveux, des nièces. Les actes étaient en règle, rien ne pouvait revenir à la fille. Mais elle se refusait à le croire, d'où toute cette correspondance. Maître Barillet, Monique Jourdan n'est jamais venue vous voir. Je vous dois la vérité, mon âge et mes fonctions m'en font une obligation. Monsieur le commissaire, dimanche dernier, Monique Jourdan était dans mon étude là où vous êtes en ce moment.
Elle était descendue au marronnier sous l'identité de Monique Melvin. Ah, c'est en effet ce qu'elle m'a dit. Elle tenait par une sorte de pudeur, bien légitime d'ailleurs, à passer inaperçue. Physiquement, depuis si longtemps qu'elle est partie, personne ne pouvait la reconnaître, mais son nom eût pu attirer l'attention des hôteliers. Oui, Émile, une brute, c'est aussi un bavard, alors il aurait jasé. Puis-je vous demander quel était l'objet de la visite que vous a fait Monique Jourdan? Ah ben, toujours cette succession. Oui, je n'ai pu que lui confirmer ce que je lui avais écrit. Il faut qu'elle fasse son deuil de l'héritage de son père. Ce que vous venez de me dire, maître Barillet, est extrêmement important. Vraiment? Ah, oui. Si important? Ah oui, 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 oui. Alors, à mon tour de vous poser une question. Pourquoi vous intéressez-vous à Monique Jourdan? Que je sache, c'est Lucette, la bonne des baronniers, qui a été assassinée. Exact, maître Barillet. Mais vous êtes peut-être la dernière personne à avoir vu Monique Jourdan avant sa disparition. Hein? Disparue? Que dites-vous là? Mais elle m'avait fait connaître son intention de prendre le quart de 5h45 pour Avignon. J'aimerais pour elle qu'en effet, elle ait pu prendre le quart de 5h45. Mais que pensez-vous donc? Maître Barillet, je vous le dirai quand vous m'aurez accompagné à Arles. On y a retiré du Rhône un cadavre qui m'intrigue. Je vous prie de m'excuser, monsieur le commissaire, à mon âge. J'aurai bientôt 75 ans, tant d'émotions m'ont brisé. Je vous en prie, maître Barillet, je vous en prie. Je n'aurais pas dû vous suivre à Arles. C'est un voyage indispensable, maître Barillet. Vous étiez le seul à pouvoir dire si le cadavre complètement nu retiré du Rhône était, ou non, celui de Monique Jourdan. Oui, je sais bien. Mais quel spectacle affreux. Bien sûr. Ce corps nu sur la dalle de la morgue. Maître Barillet, vous avez reconnu en lui le corps de Monique Jourdan, étranglé et jeté ensuite dans l'eau. Vous êtes certain de ne pas vous tromper? Absolument. C'était bien elle. Pauvre fille. Sur quoi, maître Barillet, fondez-vous votre certitude? Sur quoi, mais, monsieur le commissaire? Oui, enfin, sur quoi? Sur quel signe? Mais... Vous n'avez pu reconnaître le visage de Monique Jourdan. L'assassin a pris soin de la défigurer et de lui écraser le visage à coups de grosse pierre. Elle est absolument méconnaissable. C'est vrai. Il faut donc qu'il y ait eu sur le corps un signe, enfin une indication qui vous permette de savoir sans erreur possible que c'était là Monique Jourdan. La fraise lit de vin qu'elle a sous le sein gauche. Eh bien, nous y voilà. Moi aussi, c'est à ce signe que j'avais déjà reconnu Monique Jourdan. Mais alors? Mais alors, maître Barillet, j'ai tenu à ce que vous me donniez la preuve qu'en d'autres circonstances que sur une table de la morgue, vous aviez déjà vu le corps nu de Monique Jourdan. Monsieur le commissaire, je vous en prie, n'accablez pas un vieillard, j'en peux plus. Mais c'est vrai, j'avoue, c'est moi le coupable. J'aurais pas dû. J'étais marié, j'avais 30 ans de plus qu'elle, mais c'était une gamine perverse et puis jolie. Si jolie, elle a tourné autour de moi par jeu, par provocation, alors j'ai perdu la tête. Je suis le père de son enfant. Et depuis? Comme vous savez, elle est partie. Elle a fait sa vie, une vie aventureuse. Un de ses amants a reconnu notre enfant, lui a donné son nom. Elle vous donnait donc de ses nouvelles? Oui, pour me demander de l'argent. Je ne lui en ai jamais refusé. Ainsi, elle a pu faire des études à mon fils. Elle est partie pour le Brésil avec, je ne sais qui, un musicien, je crois. Oui. Et vous ne l'avez jamais revu? Jusqu'à dimanche dernier, jamais. Et votre fils? Mon fils? Quand je me suis trouvé veuf sans enfant, j'ai été pris de remords. C'était un homme, alors. Il avait terminé ses études à Paris. Un bon sujet, d'ailleurs. Alors, j'ai voulu faire quelque chose pour lui. J'ai assuré sa situation. Situation très honorable. Mais vous ne l'avez jamais vu? Monsieur le commissaire, je vous confie là un secret. Mon fils, c'est le médecin d'Orgon, le docteur Ponce. Je l'ai vu pour la première fois quand il est venu s'installer. Le docteur Ponce, mais celui qui a fait l'autopsie de Lucette? Il n'y a qu'un médecin à Orgon, mon fils. Le docteur Ponce, sait-il que vous êtes son père? Non. Non, auprès de lui, j'ai toujours été censé agir en tant qu'agent ministériel. C'est dur d'aimer son fils sans pouvoir le lui dire, vous savez. Et sait-il que Monique Jourdan est sa mère? C'est pour le voir que Monique est venue à Orgon dimanche.
Ils se sont rencontrés. J'ai ménagé leur entrevue qui, naturellement, devait rester secrète. Le docteur Ponce est allé rejoindre sa mère la nuit à l'hôtel des Marronniers en empruntant le chemin de la cave au charbon. Ah, vous connaissez ce moyen d'entrer à l'hôtel? Oh, au bain, le maire en parle à tout le monde, alors. Est-ce que vous avez revu le docteur Ponce depuis? Ben, il est venu me remercier, me raconter sa conversation avec sa mère. Elle a été longue. Il était 2 ou 3 heures du matin quand il a quitté les Marronniers, et toujours par la même voie. Il y avait déjà longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais avant le départ de sa mère pour le Brésil, sans doute. Ben, c'est ça. Oh, monsieur le commissaire, je vous en prie. Faites en sorte que jamais personne ne sache. Dans ma situation... Je ferai ce que je pourrai, maître Barillet. Eh bien, monsieur le maire, un beau Mistral, hein? N'en parlez pas. Il finira par faire des accidents. Tenez, tout à l'heure, j'allais à la mairie et je passais devant le garage communal. Voilà le portail qui se met à battre, que si j'avais pas été là et que je l'ai maintenu à temps toutes mes forces, il est scagnassé la voiture du docteur Ponce qui sortait. Oh, il est brave, ce docteur. Par tous les temps, il va voir ses clients, les pauvres. Vous connaissez le garage communal? Ah oui, à côté de la mairie. Ah, il est bien, ce gars. Ah, très bien, oui. Et c'est moi, comme maire, qui l'ai fait construire. Ah oui? Un grand bouffe, voilà. On y met le corbillard, la voiture des pompiers, la voiture du docteur, et la mienne, naturellement. Ah, c'est bien commode. Il y a Ramon, le docteur et moi, et on a chacun une clé, quoi. Il y a beaucoup de gens à Orgon qui ont une voiture? Ah, encore assez, oui. Si vous voulez, Ramon vous fera la liste. Ah oui, ça m'intéresserait, ça. Je devine, hein, c'est pour votre enquête. Oui. Ah, ça m'aurait bien dit à moi d'être comme vous dans la police, là. On en apprend des choses, hein. Oh, pas toujours, monsieur le maire, hélas, pas toujours. Vous, en tout cas, on peut dire que vous avez du flair, hein. Lucette vous écrit. Ah, comment savez-vous que Lucette m'a écrit? Ben, par la postière, madame procurue. Oh, depuis qu'elle est en fonction à Orgon, personne n'avait écrit à la Sûreté de Marseille. Dis donc, mais attention, hein. Moi, je suis un tombeau, hein. Comme maire, je sais, mais comme homme, je sais pas. Oh, bon Dieu. Eh ben voilà, mon chapeau qui me quitte. Mon chapeau a fait le divorce avec ma tête. Allez, au plaisir. Au plaisir. Vous avez besoin de renseignements? Je vous remercie, monsieur le maire. Un petit blanc, César? Jamais de refus quand vous payez. Le vin qu'on ne paye pas, il est toujours meilleur. Il y en a qui feraient bien de le savoir. Ah, pour qui dites-vous ça, César? Oh, pas pour vous, commissaire, vous êtes correct. Il n'y a rien à dire. Mais il y a aussi de drôles de gens qui ont une drôle de manière de s'intéresser aux vieilles pierres qui demandent rien à personne. Ah, vous voulez parler de monsieur Bernard, l'archéologue qui est depuis 6 mois pensionnaire au Marronnier pour étudier les restes de la vieille église qui est sur la colline? Et on peut rien vous cacher à vous autres. Vous l'avez aussi repéré, ce barbu-là, hein? Oui, enfin... vous savez quelque chose sur lui, César? C'est-à-dire que moi, forcément, je circule beaucoup la nuit. Par goût? Ça, c'est mes oignons, et je vous ai rien dit. Même que pour rabouiller ou poser les collets, la nuit, c'est plus commode. Oui. À cause des gendarmes qui aiment bien dormir avec leurs femmes. Eh bien, j'ai rien entendu, César. Allez, encore un petit coup de blanc, tiens. Merci. Il est fameux, hein? Oui. Ah. Alors, écoutez un peu, là. Le barbu, il se promène aussi la nuit. Ah, vous l'avez rencontré? Pas une fois. Et pas du côté de l'église. Près du viaduc, là où passe la route de Marseille. Tiens. Et c'est toujours la même corrida. Un camion, un gros, ça mène. Avec ses phares, il fait toc, toc, toc. Vous comprenez? Oui, enfin, le chauffeur les éteint et puis les rallume. Oui. C'est ça. 3 fois. Le camion s'arrête, le barbu va parler au chauffeur, et le camion repart. Dites-moi, César, quand avez-vous observé ce manège pour la dernière fois? Attendez, voyons. C'était la nuit de mon capucin. Ça fait donc dans la nuit de dimanche à lundi. Dans la nuit de dimanche à lundi? Oui, c'est bien ça. Dites donc, commissaire. Quoi donc, César? Vous croyez pas des fois que vous me devez bien le petit blanc que le barbu m'a pas offert? Alors, monsieur Bernard, ils avancent, vos travaux archéologiques? Doucement, commissaire, doucement. Cette église est en très mauvais état. Bon, alors, vous êtes tout de même homme.
à en tirer quelque chose, hein? Des débris de chapiteaux, des sculptures. Il se peut. Eh oui. Pour emporter tous ces vestiges, vous avez vos camions. Les camions? Oui. Quels camions? Ah ben, les camions que vous allez rejoindre la nuit, du côté du viaduc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, tout rien. Petite histoire comme ça. Après tout, vous pouvez bien aimer les promenades nocturnes. Comme vous êtes très obligeant, vous vous plaisez à renseigner les chauffeurs de camions qui auraient perdu leur route. Je suis en effet très obligeant. Mais oui. Et à l'occasion, j'aime rendre service à tous les gens qui cherchent une route. Une route qui peut être une piste. Une simple piste. C'est cela, oui. C'est cela, une piste. Tant d'amabilité par chez vous d'un très bon sentiment. Et j'aimerais, monsieur Bernard, vous en témoigner tout de suite ma gratitude. Car plus tard, il serait peut-être difficile de vous joindre. Vraiment? Ah, oui, mon Dieu, oui. Imaginez-vous que mes collègues parisiens m'ont fait savoir que l'adresse que vous avez indiquée comme étant la vôtre à Paris est fausse. Pour qu'on fasse une distraction bien naturelle chez un savant comme vous. Comme naturelle est votre modestie, qui, elle, est si grande que vos confrères, les archéologues, interrogés par nos soins, ignorent tout à fait votre nom et vos travaux. Ce qui veut dire, commissaire? Ce qui veut dire, monsieur Bernard, que j'ai là un mandat d'arrêt en blanc et qu'il me suffirait d'y porter votre nom pour que vous soyez à même d'étudier l'architecture de bâtiments qui ne sont nullement en ruine. Alors, donnant. Ah, ben, soit. Donnant. Bon, que voulez-vous savoir? Liquidons d'abord les camions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? Cigarette américaine. Ah, je m'en doutais un peu. Hein. Au départ, afin d'éviter les fuites, les chauffeurs ne savent pas où ils vont. Je suis là pour leur indiquer leur point de destination. Bagatelle, vous voyez? Oui, bagatelle, en effet. Oui. Par où sortez-vous de l'hôtel sans éveiller l'attention? Par la cave, pardi. Hein. Vous n'avez jamais craint de rencontrer sur ce chemin, vraiment très fréquenté, un des clients de Lucette? Je suis pas un enfant, j'ai pris mes précautions. Bien sûr. Mais lesquelles? Eh bien, d'abord, Lucette passait toutes ses nuits dans ma chambre. J'y avais mis le prix. Oh, mon pauvre Ramon. Que dites-vous? Non, rien, je... Ensuite, quand je sortais, je fermais à clé la porte du charbon et j'emportais la clé avec moi. Très bien. Vous êtes sorti dans la nuit de dimanche à lundi? Oui. Vous avez fermé la porte, comme d'habitude? Oui. Aux alentours de l'hôtel, vous n'avez rien remarqué? Si. Quoi? Une voiture arrêtée. Tout feu éteint. Connaissez-vous cette voiture? Oui. Quelle était-elle? Entre nous. Oh, entre nous. Celle du maire, Monsieur Aubin. Oh, ma parole, César, mais vous engraissez, vous? Moi, que j'engraisse? Oui, peut-être pas du visage, mais du ventre, hein, ça c'est sûr. Eh oui, vous avez l'œil américain, vous, commissaire. Asseyez-vous, tenez. Eh, merci. Mais laissez seulement que j'aille jusque chez Aubin, et vous verrez si je l'ai encore, mon ventre. Bon, bah avant d'aller chez le maire, vous avez bien le temps de prendre un petit coup de blanc, César, allez. Et pourquoi pas un petit blanc, en effet. C'est pas pour ça que les Bartavel seront faisandés. Ah, parce que ce sont des Bartavel. Et là, je vous ai pas dit que ce sont des Bartavel. Ce sont peut-être bien des anguilles. Mais des anguilles, César, vous n'auriez pas à les cacher dans votre chemise? Ah, c'est drôle, ça, que l'homme de la ville, comme vous êtes, il sache que la chasse, elle n'est pas encore tout à fait ouverte. Moi? Oh, ça, César, j'en savais rien. Comme je ne savais pas que monsieur le maire avait un faible pour les Bartavel. Oh, pas que les Bartavel, tout le gibier, que c'est mon meilleur client. Ah, vraiment? Ah, il aime bien vivre, cet homme-là, hein. Et maintenant qu'il a les moyens, il s'en prive pas. Il n'a pas toujours été à son aise? C'est-à-dire que son père ne lui avait pas laissé grand-chose. Oh, il y avait eu du bien dans la famille. Mais voilà, le père, il jouait. Et dame, il avait eu des malheurs. Ça arrive. Pas à moi, ça non. Tenez. Merci. À la vôtre, hein? À la vôtre, César. Dites-moi, mais alors, ce que vous me dites, Aubin a tout de même pu rétablir sa situation? Oh, c'est pas tant lui. Là, c'est ma tournée.
Je veux bien que vous la payiez, mais c'est moi qui la commande. 2 petits blancs. Oui, alors c'est pas tant lui, c'est l'héritage. Hein. Il a fait un gros héritage? Gros. Il n'était pas le cousin de Rothschild, hein. Mais c'était tout de même conséquence qu'il a eu de son oncle. Ah, c'est de son oncle? Non, c'était pas son oncle. C'était l'oncle de sa femme. Mais c'était du pareil au même. Ah, ça l'a bien aidé, hein. Enfin, des titres, des terres? Un peu de tout, je crois. Le père Jourdan avait du bien. Jourdan? Le père de Monique? Bien sûr. Enfin, le père de Monique, c'était l'oncle de Madame Aubin? Oui, par sa femme défunte. À Émile, qui était un peu son cousin, il a laissé quelque chose. C'est même avec ça qu'il a pu rafistoler les marronniers. Il jouait un peu au patron. Hein. Oui. Mais c'est les Aubin qui ont eu le gros morceau. Pour Aubin, ça a été une sacrée veine qui déshérite sa fille. Mais d'un autre côté, il leur devait bien ça. Pourquoi? Pourquoi? Eh, dame, c'est qu'ils étaient aux petits soins pour lui, les Aubin. Et qu'ils y avaient du mérite, parce qu'au Jourdan, on ne peut pas dire que c'était un homme bien gracieux, surtout depuis son malheur. Son malheur? Ah, pardon. Oui, Monique, oui, bien sûr. Oh, une fille perdue, une honte pour la famille, et même pour Orgon. Voilà ce qu'ils disaient les Jourdan, les Aubin et toute leur clique. Et il se cachait bien qu'elle avait été des leurs. Mais aucun de ses parents ne lui avait pardonné? Pardonné? Aussi vrai que je suis César. Ils auraient tous été bien contents d'apprendre qu'elle était morte là où elle était, à ce qu'on dit je sais plus où, là, dans les Amériques. Mais enfin, il lui en voulait tant que ça? Et il faut être juste aussi. Il faut se mettre à la place des gens. Ici, à Orgon, on avait un peu oublié tout ça. Il n'y avait plus guère que les vieux comme moi pour se souvenir de Monique. Eh, la jeunesse, quelquefois, ça vous revient dans la tête, comme ça, après quelques coups de blanc. Ce blanc-là, surtout, qui est aussi du pays, et qu'on dit qu'il voyage pas, hein. Mais vrai, si la Monique était revenue s'installer au village, eh bien, vous pouvez me croire, ça lui aurait fait du tort à Aubin pour les élections. Messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mon invitation et d'être venus jusque dans cette salle de la mairie, que monsieur le maire, d'ailleurs, avait eu l'amabilité de mettre à ma disposition. Non, mais c'est tout naturel, monsieur le commissaire. Je vous en prie, asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Voilà, enfin, si je vous ai convoqué, c'est surtout... Enfin, c'est pour vous remercier. Si, vous, monsieur Aubin, vous, maître Barillet, vous, docteur Ponce, et même vous, monsieur Émile, vous m'avez apporté chacun de votre côté un concours précieux. Non, c'est bien peu de choses. Ah, si, j'insiste. Et je tenais, messieurs, à vous en témoigner ma reconnaissance avant de vous quitter. Comment, vous en allez? Votre enquête est terminée? Vous connaissez donc l'assassin? Oui, docteur, oui, je connais l'assassin. Non, mais c'est l'assassin de Monique Jourdan ou celui de Lucette? C'est le même. Oh, et comment le savez-vous? Eh bien, je le sais par une note que j'ai reçue ce matin de notre laboratoire de recherche. La balle qui a tué Lucette provenait d'un revolver assez spécial qu'on ne fabrique qu'au Brésil. Au Brésil, d'où venait Madame Jourdan. Oui, mais enfin, ça veut pas dire... Cela veut dire, monsieur le maire, que l'assassin de Monique Jourdan, qui non seulement a pris soin de la défigurer avant de jeter son cadavre dans le Rhône, en espérant qu'elle ne serait pas reconnue, mais qui a pris soin également de faire disparaître tous ses bagages, tout ce qui lui appartenait, a trouvé dans sa valise qu'il a fouillée ce revolver brésilien, et qu'il s'en est servi pour tuer Lucette. Mais il savait donc qu'il tuerait cette fille? Non, mais il s'est trouvé dans l'obligation de le faire, comme il s'était trouvé dans l'obligation d'étrangler Monique Jourdan. Un homme peut-il donc être dans l'obligation de tuer 2 femmes? L'assassin, monsieur le notaire, va vous l'expliquer lui-même. Lui-même? Oui, lui-même. Il est ici. Comment? Ici, monsieur le commissaire, enfin... Non, mais enfin, vous soupçonnez donc l'un de nous? Oh, mon Dieu, messieurs. Pour un commissaire de la sûreté, tout individu est d'abord un suspect. Enfin, c'est de la déformation professionnelle. Oui, mais enfin... Aussi peut-être un respect d'une certaine expérience qui apprend que tout homme, quel qu'il soit, quelle que soit son honorabilité apparente, est capable de tuer. Oh, oui, non, mais je dis de tuer quand il a eu raison de le faire. Or, messieurs, vous aviez tous une raison de tuer Monique Jourdan. Puis comme vous pouviez penser que Lucette connaissait votre crime, vous aviez donc tous également une raison de tuer cette Lucette. Non, alors écoutez, là, je ne saurais tolérer... Du calme, monsieur le maire, du calme. Et vous tous, messieurs... Non, mais je vous en prie, un peu de sang-froid. J'ai d'ailleurs tout prévu. Enfin,
Ça, c'est encore une déformation professionnelle, veuillez m'excuser. Mais j'ai derrière vous refermé la porte à clé. Et j'ai la clé dans ma poche. Ah ben, la bonne heure. Alors tout essai de fuite est inutile. Monsieur le commissaire, c'est là un abus de pouvoir caractérisé. Oh, doucement, doucement, maître Barrier, doucement, j'en ai presque terminé. Oui, ben, faut tout de même trouver des preuves, non? Eh bien, justement, monsieur le maire, les preuves, je les ai. Eh ben, donnez-les, cette comédie a assez duré, là. Comédie? Enfin, peut-être, après tout. Mais qui dure depuis un certain temps. Car vous y avez tous bien joué votre rôle. Un rôle muet, presque toujours, reconnaissez-le. Mais enfin, c'est ce que vous avez cherché à me cacher qui m'a le mieux guidé. J'ai dès le début pensé que Lucette n'avait été tuée qu'en raison de l'assassinat de Monique Jourdan. Or, messieurs, vous la connaissiez tous, Monique Jourdan. Mais aucun de vous n'est venu spontanément me le dire. Oui, vous avez donc tous désiré que j'ignore ce qui vous liait à elle. Puisque vous le cachiez, c'est que c'était là la raison du crime. Je l'ai pourtant appris. Et l'ayant appris, j'ai voulu encore savoir lequel d'entre vous avait le plus d'intérêt à la disparition de Monique Jourdan. Vous entendez? Disparition. Il était bien commode pour vous qu'elle fût au Brésil, mais elle revient. Et on la tue. Et on cherche à faire disparaître son corps. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Oui, mais enfin, pour moi... Un moment, je vous prie, monsieur le maire, je vous prie. Oui. Monique Jourdan. Monique Jourdan, je savais qui elle était, je le savais. Mais vous qui êtes liés à elle, qui êtes-vous? Enfin, oui, qui êtes-vous sous vos apparences, sous vos états civils? Et ça, je devais le savoir. Car le sachant, j'avais la raison qui a poussé le meurtrier. Mais vous ne pouviez pas croire... Oh, je ne crois jamais rien, monsieur le notaire, que je n'ai vérifié. Une vérification indispensable, car dans cet hôtel des Marronniers où l'on circule beaucoup la nuit, tous, vous pouviez avoir été le dernier à voir Monique Jourdan vivante. Et liée, comme vous l'étiez tous avec elle, enfin, question de parenté, de gros sous, de prestige, enfin, vous le savez aussi bien que moi, mais tous, vous pouviez craindre qu'elle ne parlât, que cet inconnu descendu sous un faux nom fit savoir qui elle était. Et pourquoi? Qui elle était et qui vous êtes. Et comme je sais maintenant qui vous êtes, je sais aussi celui d'entre vous qui avait le plus d'intérêt à lui imposer silence. Silence à tout prix. Je sais celui qui a tué. Je ne le sais de façon certaine, à vrai dire, que depuis tout à l'heure. Depuis très précisément que j'ai reçu cette petite note que j'avais discrètement prié qu'on m'envoyât. Simple vérification. Mais vérification décisive, comme vous allez voir. Car je vous en prie, écoutez-moi bien maintenant. Écoutez sagement la lecture. Voilà. Renseignements fournis par les professeurs de la faculté de médecine de Paris. Roger Ponce était un jeune homme, assez fort, plutôt petit, blond de cheveux et de teint. Qu'est-ce que... Sa vue était normale. Docteur Ponce, vous êtes grand, vous êtes maigre, vous êtes brun et vous êtes myope. Docteur Ponce, vous n'êtes pas le docteur Ponce. Ce n'est pas moi qui... Si! Si, mon gaillard, c'est toi l'assassin. C'est toi qui as tué d'abord Monique Jourdan et puis Lucette Legrand. Et tu ne pouvais pas faire autrement. Mais je... Non! Non, tu ne pouvais pas faire autrement. Monique Jourdan était venue à Orgon pour voir son fils Roger Ponce. Et tu n'es pas Roger Ponce. Elle allait dénoncer ton imposture. C'est ça, hein? À vous! Tu es coincé. C'est ça. Tu es entré au Marronnier la nuit, par la cave au charbon. Tu as assassiné Monique Jourdan dans sa chambre et tu comptais faire sortir son cadavre par le même chemin. Tu avais même amené une voiture à proximité, et pas la tienne, petit malin, pas la tienne, mais celle du maire, que tu avais prise dans le garage communal. Comment? Salaud! Mais voilà! Entre-temps, la porte au charbon avait été fermée. Alors, tu as caché le corps de ta victime dans un tonneau. Et tu es revenu le chercher la nuit suivante pour aller le jeter dans le Rhône. Et avec ma voiture, la voiture du maire, mais ça c'est le comble quand même. J'avais perdu la tête. Tu pourras sans doute la perdre davantage. Mais Lucette... J'y arrive précisément. Monsieur le maire, Madame Procurue vous a dit que Lucette m'avait écrit à la Sûreté de Marseille. Oui. Bon. Et vous, monsieur Aubin, le bavard, vous l'avez raconté au docteur Ponce, n'est-ce pas? Non, c'est histoire de causer entre bons amis comme ça. Un mot, quoi, un seul mot. Oui, mais notre médecin a voulu savoir ce que savait Lucette. Je ne m'en doutais que trop. Il fallait qu'elle se taise. Qu'elle se taise! J'étais presque certain d'être arrivé trop tard. Trop tard ou trop tôt.
Si Monsieur Émile n'avait pas refermé la trappe de la cave, je n'aurais pas dû laisser Lucette seule. Il est probable que je serais reparti le lendemain en croyant que Lucette, ou bien avait eu une hallucination, ou bien m'avait joué une blague. Et il n'y aurait eu qu'un cadavre, vraiment inconnu, retiré du Rhône. Voilà à quoi tiennent les choses. Et maintenant, mets-toi à table, ça vaudra mieux. Ton nom. Ton vrai nom. Jules Gillier. Tu as des diplômes? Non, je suis infirmier. J'aurais voulu être médecin. Médecin comme Roger Ponce. Où l'as-tu connu? Au régiment, quand il faisait son service comme aide-major. On est devenus amis. Il m'a raconté son histoire, sa mère, le notaire qui lui a envoyé de l'argent, tout, quoi. Et puis... Et puis? Bah, continue. On a été libérés, avant de venir prendre son cabinet à Orgon. On s'est donné ensemble quelques jours de vacances. Dans une excursion en montagne, il est tombé. Oh, le monstre! Il a tué... Maître Barillet, je vous en prie, je vous en prie. Nous verrons ce qu'il en fut réellement de cette chute. Et ce fut un accident, je le jure. Et ça m'a donné une idée. Il était mort, j'ai pris ses papiers. J'ai jeté son corps dans une crevasse. Bandit! Bandit! Pour tout le monde, je suis devenu le docteur Ponce. Qui aurait pu en douter? J'avais volé ses diplômes dans sa chambre. Ainsi, c'est un assassin que j'ai considéré... L'affaire, messieurs, appartient maintenant à la justice. Je quitte Orgon. Je ne m'en vais pas seul. J'emmène Jules Gillier. Il aura à répondre d'au moins 2 assassinats. Et du vol de ma voiture, monsieur le commissaire. N'oubliez pas du vol de la voiture du maire. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Le Froid du Tombeau, film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Louis C. Thomas, avec André Valmy dans le rôle du commissaire Paron, Roger Carrel, le maire, et Anne Capril, Yvonne Clèche, Jacques Hilling, Claude Bertrand, Henri Virlogeux, Jean Chevrin, Pascal Mazotti et Maurice Chevitte. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marié. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.